Permettez-moi d'abord de remercier la présidente de l'Union française de l'électricité pour cette invitation et aussi pour ses propos. Je pense qu'il était important de bien replacer l'importance stratégique que l'électricité a à jouer par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et ce matin, avec vous, je vous invite à porter un regard d'abord sur la transition énergétique, sur le rôle stratégique de l'électricité et enfin sur le support que doit apporter et que peut apporter un cadre réglementaire européen revisité. La transition énergétique d'abord. C'est un enjeu considérable, complexe, difficile, mais c'est en même temps une opportunité économique majeure. Ici même à Paris, s'est conclu, après beaucoup de scepticisme pourtant, un accord historique sur le climat. Et aujourd'hui, on le voit bien, et tout le monde le reconnaît, le succès de la mise en œuvre de cet accord dépendra en large partie, en grande partie, de la capacité de mener à bien une transition énergétique bien pensée, bien conçue. Et c'est tellement vrai qu'il suffit de dire que plus des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre découlent de la production et de la consommation d'énergie. Par conséquent, sans adaptation énergétique, il ne pourra pas y avoir de succès dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous devons gérer cela dans un contexte, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, qui est un contexte mondial, européen et mondial. Et aujourd'hui, le monde énergétique change vite, beaucoup plus vite qu'annoncé par beaucoup d'experts. Pendant longtemps, on a considéré que seul le long terme allait dicter le rythme. Aujourd'hui, on le voit bien, les marchés pétroliers sont en profonde mutation, avec un prix du pétrole qui stagne autour des 40-46 aujourd'hui, après une légère remontée liée aux discussions d'Alger de l'OPEP, mais qui fait en même temps baisser très fortement la facture énergétique européenne de plus de 100 milliards d'euros par an. C'est une manne importante qu'il faut bien utiliser. Les marchés gaziers sont aussi en évolution ultra rapide, portés vers des marchés beaucoup plus liquides, avec de plus en plus de producteurs et un marché du gaz naturel liquéfié qui a bondi aux États-Unis, mais également au Canada, en Australie et en Afrique, où par exemple en Égypte, les nouvelles découvertes sont évaluées au départ, et ce n'est qu'une première estimation, à plus de 800 milliards de mètres cubes de gaz. Et l'électricité, par rapport à cela, certes, connaît ici en Europe quelques sujets d'inquiétude en matière notamment de prix et d'investissement, de signaux d'investissement. Je vais y revenir. En même temps, il est important d'anticiper les grandes demandes de marché additionnelles, en particulier dans 3 directions qui sont appelées à évoluer très rapidement. D'une part, le bâtiment et toute la révision du chauffage et de la climatisation, la modernisation sur ce point qui concerne quasiment 50% de la consommation énergétique, donnera à l'électricité des atouts incontestables.
Deuxièmement, l'électromobilité. L'électromobilité est appelée à un développement ultra rapide, en particulier dans les villes, avec les voitures électriques, 500 000 en 2014, 1 million en 2015, 2 millions en 2016 et au-delà. Et tous les producteurs, aujourd'hui, on le voit, sont préparés à accélérer avec le soutien des gouvernements dans le contexte de la décarbonisation du transport. Cette électromobilité demande, d'évidence, de l'électricité propre et des points de recharge dans les lieux publics, dans les enceintes commerciales, mais aussi progressivement au niveau des habitations privées. Et c'est très important de pouvoir s'y préparer. Nous y contribuerons au travers de l'élément efficacité énergétique du paquet et performance énergétique du bâtiment. Mais ce n'est pas seulement la modernisation du chauffage et de la climatisation, ce n'est pas seulement l'électromobilité, c'est aussi le support de tout ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication et du digital, qui représentent déjà, dans les pays développés, plus de 15% de la consommation d'électricité et qui sont appelés à se développer. Le digital avec l'énergie, ce sont les deux secteurs les plus porteurs pour les nouveaux investissements, pour la croissance et pour l'emploi. Et par conséquent, il est important que les opérateurs intègrent ces éléments dans leur stratégie et le fassent avec l'anticipation nécessaire. Ici en France, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, on est dans un pays à faible intensité carbone, une économie à faible intensité carbone, y inclus per capita, grâce à l'énergie nucléaire et grâce au développement récent des énergies renouvelables. Parce que dans ce XXIe siècle, et pour l'électricité en particulier, je dirais, les renouvelables, c'est l'énergie du XXIe siècle. Et de plus en plus. Et il n'est qu'à regarder, pour s'en persuader, ce que représentent les énergies renouvelables. Son président ici du syndicat français, Jean-Louis Ball, en est parfaitement conscient comme moi depuis quelque temps. Si on a 2/3 des nouvelles capacités installées qui sont d'origine renouvelable, il est bien évident qu'on ne va pas en rester au niveau actuel. D'ores et déjà aujourd'hui, en Europe, 29% de l'électricité produite est d'origine renouvelable. Si j'y ajoute quelques 26% au moins d'électricité nucléaire, on est en Europe, et l'Europe est l'ensemble économique le plus important au monde en capacité de production d'électricité décarbonée. Pas en 2020 ou en 2030, d'ores et déjà aujourd'hui, nous avons donc plus de 55% de notre électricité européenne produite sans CO2. Et lorsque l'on regarde l'importance des investissements dans ces domaines, au niveau européen et au niveau mondial, les perspectives sont extrêmement prometteuses et on devrait atteindre au moins 50% d'électricité d'origine renouvelable en Europe d'ici à 2030. Ce sont des éléments particulièrement importants et donc l'électricité est appelée dans ce contexte à jouer un rôle de plus en plus stratégique dans le panorama énergétique. Et par conséquent, en ayant ces données bien à l'esprit, l'Europe n'est pas une île énergétique, elle participe à une économie qui est de dimension mondiale. Il y a une transition énergétique à opérer en s'appuyant en particulier sur les énergies propres et sur l'efficacité énergétique. Et il faut donner
au marché énergétique européen les chances de se développer de manière plus sûre et plus performante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, les premiers dans le monde, l'idée d'un nouveau market design, d'une nouvelle définition du marché. Au passage, je vous le dis, après Paris, je vois tous les autres grands pays dans le monde ou les autres continents tourner leur regard dans la même direction. Et d'ailleurs, au passage, appliquer aussi nos approches. Par exemple, pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique, un target politique et un cadre réglementaire adapté. Ce n'est pas neutre. Avant Paris, peu de pays avaient des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Après Paris, ils sont déjà plus de 150 à se fixer des objectifs nationaux. Mais donc, sur la nouvelle définition de marché, sur une série de nouvelles règles, la question est d'abord de comment le faire et pourquoi on doit le faire par rapport à l'évolution du mix, par rapport à l'évolution du bouquet énergétique. Il y a aujourd'hui des nécessités qui n'étaient pas celles d'il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans, nous n'avions pas 29% de notre électricité d'origine renouvelable. Et il faut donc apprendre aussi à mieux incorporer cette électricité plus variable dans le marché et donner à ce marché des signaux d'investissement qui lui permettent de trouver les équilibres nécessaires. Ce sont des points particulièrement importants, car, vous le savez, il est très difficile d'anticiper les niveaux de production quand il s'agit des énergies renouvelables. On ne peut pas prédire très exactement qu'est-ce que nous aurons en matière de production dans des périodes où peut-être il y aura moins de soleil et moins de vent, ou au contraire, beaucoup plus de soleil et beaucoup plus de vent. Et donc, on doit gérer cela de manière à donner des signaux forts et à valoriser aussi ces éléments-là en termes de prix, notamment quand la demande est forte et quand la production est faible. Les prix de l'électricité doivent refléter ce type de situation et donc il nous faut pouvoir faciliter cela de manière à avoir des prix qui évoluent très vite en fonction de l'évolution de la production qui, je le répète, n'est pas facile à anticiper. Ce sont des éléments indispensables. Nous ne partons pas de rien. Nous partons d'une situation où des progrès significatifs ont été faits ou sont en cours concernant la consolidation de la base des marchés intérieurs. Vous avez évoqué la coopération régionale, mais c'est à partir de la coopération régionale, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec plus d'intégration européenne, que nous avons finalisé la plupart des codes de réseau, que nous avons facilité les couplages de marchés. Mais il faut aller plus loin. Il faut progresser plus sur les marchés d'équilibre, d'équilibrage. Il faut pouvoir aussi ouvrir une voie nouvelle, et je me réjouis que vous l'aviez aussi, que vous l'ayez signalé aussi fortement dans votre discours, pour les consommateurs. Reconnaissons-le, le consommateur électrique, depuis la découverte de l'électricité, il n'avait guère d'autre choix que celui de payer sa facture. Aujourd'hui, la révolution technologique qui accompagne les nouveaux contours du marché doivent donner aux consommateurs les moyens de devenir actifs, y compris quand il s'agit de choisir son type de consommation et, Arnaud, son temps de son moment de consommation. Ça veut dire qu'on doit aussi, pour cela,
faciliter l'émergence de nouveaux opérateurs de services énergétiques et peut-être même d'arriver à gratifier, ça commence, un consommateur qui choisit ou qui décide de ne pas consommer pendant les pics d'électricité, de ne pas consommer quand la demande est très forte et quand la production est très faible. Ce sont des éléments importants où il faut susciter l'intérêt du consommateur et l'émergence d'un consommateur actif et responsable. Ça, c'est probablement l'élément le plus fort de la révolution énergétique, celle qui doit accompagner la réforme du marché. J'ajoute qu'il ne s'agira pas seulement de gérer la variabilité, mais qu'il s'agira aussi de sécuriser le marché, d'assurer par le jeu de demand response d'un consommateur actif, mais aussi, quand cela sera nécessaire, de gérer correctement les mécanismes de capacité. Les mécanismes de capacité ne doivent pas s'appréhender dans une approche purement nationale. Nous avons suffisamment progressé aujourd'hui en matière d'interconnexion, là où il fallait le faire avec une priorité absolue, en particulier dans le nord et l'est de l'Europe, pays baltes, jusqu'au sud-est de l'Europe, notamment entre la France et l'Espagne, aussi entre la France et le Royaume-Uni. On se réjouit que nos collègues électriques britanniques soient là aujourd'hui. Évidemment, entre la France et l'Allemagne, sur toute la plaque du nord-ouest de l'Europe et la pentalatérale, nous avons suffisamment progressé pour que l'analyse commune des moyens de production se fasse à l'échelon régional. Et pour que, lorsqu'ils sont nécessaires, les mécanismes de capacité soient préparés dans une perspective de marché intérieur européen, c'est-à-dire ouvert à la participation transfrontalière et neutre technologiquement. Je me réjouis que l'étude de mes collègues de la concurrence sur les mécanismes de capacité intègre pleinement ces principes et nous ferons en sorte qu'ils soient intégrés de la façon la plus opérationnelle sous le chapeau du marché intérieur européen lorsque nous présenterons l'ensemble du paquet. Et ces éléments-là, vous le voyez bien, sont des éléments qui sont de nature à aller vers un marché plus sûr, évitant les blackouts, et c'est important. C'est important, surtout à un moment où il faut gérer la révolution qu'apporte la poussée, la montée en puissance des énergies renouvelables, et de ce point de vue, nous n'en sommes encore qu'au début, mais nous devons le faire ayant à l'esprit l'élément de responsabilité que ceci implique en termes économiques et industriels pour le secteur. Je dis aussi industriel, parce qu'il est important qu'on aille jusqu'au bout de tous ces raisonnements, c'est-à-dire qu'on donne à l'Europe les moyens de développer l'ensemble des équipements industriels qui doivent accompagner cette révolution. C'est vrai pour les énergies renouvelables quand on pense, par exemple, aux panneaux photovoltaïques. On n'est pas condamné à importer ces panneaux de l'extérieur ou d'Asie. On a les moyens en Europe de les construire avec plus de qualité ou de durabilité. On a les moyens aussi de développer le smart metering ou le smart home de façon industrielle accomplie, je veux dire apportant une valeur ajoutée incontestable de la même manière que doivent le faire les compteurs intelligents. Et ça vaut sur toute la panoplie
jusqu'à la digitalisation des réseaux et à l'électromobilité que j'évoquais tout à l'heure. Il faut le faire aussi et réussir cette réforme. Si nous la réussissons, nous serons les premiers à avoir ouvert cette voie nouvelle. Nos collègues américains la suivent de près, mais aussi les autres continents. Et je pense, et je voulais le souligner en conclusion, en particulier à nos voisins africains. Il est important, et il sera important, d'aider l'Afrique et de le faire rapidement. On ne peut pas tolérer d'avoir un continent voisin caractérisé par une absence d'accès à l'électricité d'une masse telle de personnes, quelques 700 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à l'électricité. C'est aussi un challenge, un défi positif pour l'Europe, et je suis persuadé que vous y contribuerez, vous en France, mais aussi avec tous vos partenaires britanniques, allemands et autres. Et c'est en ce sens que je voulais terminer et vous remercier de votre attention. Merci. Merci à vous, mon cher Dominique. On a bien entendu donc les grandes lignes sur le marché de la capacité. Pas de pan national, si je puis dire, ou tendre vers un marché de la capacité unifié européen. Mais alors, est-ce qu'avec tout ça, on peut avoir la garantie, en quelque sorte, que les prix de gros vont remonter, vont être stabilisés vers le haut et rendre les investissements rentables, et donc que les mécanismes complémentaires nationaux qui ont été mis en place mourront d'eux-mêmes, en quelque sorte? Tout sera fait pour faciliter l'émergence de prix qui reflètent la situation de marché, dans le sens que j'ai indiqué. Oui. Et si ces éléments fonctionnent, et il n'y a pas de raison qu'ils ne fonctionnent pas, car la préparation qui a été faite de ce paquet, je dois le dire, et rendre hommage à tous ceux qui y ont contribué, a été exceptionnelle, y compris les contributions venant de l'Union française de l'électricité et de ses partenaires allemands, britanniques et autres. Ce sont des éléments qui doivent permettre de faire les choix fondamentaux et naturellement de les décliner ensuite au niveau national et régional.